Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à Coin du Feu. Coin du Feu, comme nous l'avions annoncé dans la première émission, est un concept que nous mettons à votre disposition, un concept qui nous permet ainsi de reconstituer ce que nous pouvons appeler la vertu traditionnelle. Nous étions donc, nous en Afrique ici, habitués au Coin du Feu à recevoir des bonnes instructions de nos parents, de nos aînés. Les feux nous réchauffent, les feux nous donnent à manger, les feux nous éclairent. Les feux donc étaient un élément fondateur de la civilisation. Et quand l'homme a découvert les feux, il avait aussi donc trouvé les moyens de stabiliser sa propre civilisation. Aujourd'hui, les feux symbolisés, nous sommes donc aujourd'hui, les feux, c'est toute la connaissance, tous les biens qui ont été faits parmi nous, mais que nous devons obtenir. Comment obtenir les feux sacrés? Si ce n'est que d'aller vers ceux qui l'ont déjà apprivoisé. Et aujourd'hui, ce sont les auteurs, les écrivains, l'écriture qui aujourd'hui renferment les trésors dans lesquels nous allons puiser pour pouvoir transmettre à nos enfants les savoirs qui ont été rendus disponibles. Nous avons donc la chance d'avoir une civilisation de l'écriture. Au Coin du Feu donc était ce concept qui nous permettra chaque fois de vous présenter quelques sagesses, quelques vérités qui ne viendront pas de moi, mais qui viendront de ceux qui parmi nous ont su les consacrer dans des ouvrages. Je vais donc vous présenter quelques ouvrages, comme nous l'avons commencé déjà il y a 15 jours. Pour cette édition, ce numéro 2 de Coin du Feu, j'ai donc 4 auteurs que je vais vous présenter, avec lesquels nous allons voyager dans une problématique. Vous savez, quand les gens écrivent, ils n'écrivent pas pour rien. Ils écrivent pour que vous puissiez les lire, et c'est ces lectures-là que je vais partager avec vous. Je vous parlerai donc d'un premier auteur, c'est M. Banza Moukalai Nsumbu, que les gens connaissent d'heureuse mémoire, qui a été ministre de la Culture, un très très grand homme de culture, un écrivain. Banza Moukalai a écrit ces livres que je vous présenterai, Conviction et espérance pour la République démocratique du Congo. C'est un livre qu'on appelle verbatim, c'est-à-dire c'est un livre qui regroupe un ensemble de discours qu'il a tenus tout au long de sa carrière d'homme politique. Il a été aussi secrétaire général du Mouvement populaire de la Révolution. Le deuxième auteur que je vous présente, il n'est pas moins célèbre, c'est Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, président actuel du Mouvement de libération du Congo. Jean-Pierre Bemba a écrit il y a quelques années Le choix de la liberté. Ces livres devaient expliquer à l'époque pourquoi lui, Jean-Pierre Bemba, enfant de la bourgeoisie zaïroise à l'époque, donc fils d'un grand homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba va accepter de quitter les conforts de sa situation, de quitter ses entreprises qui étaient florissantes pour aller dans la forêt et faire de la révolution. Ces livres donc est une tentative d'explication. Jean-Pierre Bemba, nous allons essayer d'en parler tout à l'heure. Le troisième auteur, non le moindre, c'est La Voix du changement, écrit par l'honorable Deli Sesanga. C'est un petit livre magnifique qui comporte des choses extraordinairement intéressantes. Nous allons découvrir. Il fait un pari de la raison pour la moitié du Congo. Deli Sesanga est député national. Je crois qu'il est à son 3e mandat. Mais dans cet ouvrage, en tant qu'auteur, il pose une problématique qui va certainement nous aider à nous retrouver. Le 4e auteur que je vous présenterai tout à l'heure rapidement, et c'est M. Onésine Kakutula Falache. Mais en fait, il écrit sur un monument historique, Antoine Gizenga, pour une gauche nationaliste unifiée en RD Congo. C'est donc un livre qui est écrit par M. Onésine. À l'époque, il a travaillé aussi pour la CENI. Mais ici, c'est un écrivain, c'est quelqu'un qui a été dans l'intimité d'Antoine Gizenga, avec lequel il a partagé des moments importants. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces petits livres pour vous en parler. Si nous avons le temps, seulement si nous avons le temps, nous pourrons revenir sur un ouvrage que j'aime beaucoup, un ouvrage de cheveux, Bâtisseur des Nations, de Silas Mamil Makangu, qui est un pasteur et qui a écrit ces livres. C'est un très très beau livre, mais si seulement nous avons le temps, nous pourrons y revenir. Mais pour le moment, nous allons nous poser une problématique et essayer de voir dans quelle mesure il faut le faire. D'abord, le ministre honoraire et feu Banza Moukalai Nsumbu
J'en parle avec joie parce que c'est un homme de culture, un ancien journaliste, quelqu'un qui a su par l'affabilité de son caractère, par la force de sa conviction, monter jusqu'au très haut dans l'univers politique, mais qui a su aussi s'adapter au changement. Par exemple, Kalaï Tsungu qui nous parle, il va légitimer un peu l'activité que j'ai fait avec vous tout à l'heure, parce que dans ce livre, Espérance, Conviction et Espérance, pour la RDC, par exemple, Kalaï Tsungu, il a écrit et c'était un discours qu'il a prononcé le 23 avril 2014. Ce discours-là, c'était la journée internationale du livre. Vous voyez, je parle du livre et ce jour-là, par exemple, Kalaï va parler du livre. Et voilà ce qu'il dit qui va me permettre d'être sur la bonne voie. Je crois que ce que nous faisons est légitime. Voilà ce que le ministre à l'époque lui disait. Je remercie également toutes les personnalités invitées pour l'apport matériel, financier et moral par lequel vous avez appuyé les organisateurs de la présente manifestation. Je salue de manière particulière les écrivains et auteurs, sans qui il n'y aurait pas de livres que nous célébrons aujourd'hui. Fêter les livres, c'est célébrer un grand événement, un événement inestimable en valeur, un événement c'est par quoi nous sommes tous façonnés à appréhender les réels et à nous insérer dans la discursivité. En effet, le livre est un support indéniable des connaissances et l'outil par excellence de communication qui rapproche générations et civilisations passées aux présentes et futures générations. Support des connaissances, il est dans la transmission et à la conservation du savoir. Et pallie à la fugacité de la mémoire et aux obligations du temps. Bazam Khaled continue toujours parlant du livre, ce qui nous permet aussi d'être fortifiés dans notre démarche. Comme outil de communication, le livre permet aux hommes d'apprendre les uns des autres. Il permet en plus d'immortaliser son auteur, exposer ses idées dans l'affrontement et la confrontation aux idées des autres. Je suis au fait des difficultés qui accablent les livres, l'auteur et les lecteurs dans notre pays. Ces difficultés sont dues principalement. Et lui, en tant que ministre de la Culture, il avait donc l'obligation d'y apporter des solutions. Mais il les reconnaît tout de même, il dit ceci. L'insuffisance de moyens qui ne permet pas la subvention de l'industrie culturelle à la hauteur des attentes de notre secteur. À la baisse du taux de fréquentation des bibliothèques, due dans toute l'érosion de la lecture, due sans doute à l'érosion de la lecture, désintéressement des intellectuels eux-mêmes, sans le rapport au livre. Il ajoute en disant il y a l'inadéquation des infrastructures de conservation documentaire et les difficultés d'exonération du livre à l'entrée à nos frontières. Voilà les convictions de Banzamou Kalaï. En 2014, quand il parle du livre, il dit effectivement que le livre est important. Et je l'ai cité aujourd'hui pour pouvoir non seulement lui rendre un hommage posthume, ça a été un homme de grande valeur. Et d'ailleurs, le jour où cette photo a été prise dans son bureau, j'avais le bonheur d'être à ses côtés. Banzamou Kalaï, de Rêves Mémoire, a écrit beaucoup de livres. Je reviendrai dans d'autres numéros sur d'autres de ses écrits. Pour aujourd'hui, je me suis contenté de vous dire qu'il était important, grâce aux livres, de connaître les uns des autres. Est-ce que nous connaissons les gens qui sont devant nous? Avons-nous pénétré leurs pensées? Ne sommes-nous pas en train de faire des raccourcis entre les questions de développement, les questions de vie et les questions ponctuelles? Le deuxième auteur, et je voudrais que l'on puisse en saisir les bien fondés, c'est Deli Sesanga. Deli Sesanga, il fait une description dans cet ouvrage qui est sorti déjà, je crois, il y a quelques années. Cet ouvrage est sorti en 2011, donc c'est un ouvrage ancien, mais il est tant actuel par la description qu'il fait de la situation dans notre pays. Deli Sesanga, pour parler de la politique, de la vie, il fait une description
que je voudrais vous lire un peu rapidement. Il s'inquiète déjà à l'époque, en 2011. Il dit notre système institutionnel est à la fois instable et contesté. Vous savez, nous venons à peine de sortir de la première législature. Nous sommes en train d'entrer vers la deuxième législature. Nous avions été dans les accords de Sun City avec les 1+4. Alors l'auteur dit ceci, il dit « Sa légitimité franchit difficilement le seuil de la légitimité procédurale. Du coup, il parle de notre système institutionnel, du coup, l'attachement de la population aux institutions reste précaire. La raison est toute trouvée dans l'incapacité du pouvoir public à répondre aux attentes de la population. Il s'ensuit qu'entre l'État post-colonial, hérité à l'indépendance, et celui d'aujourd'hui, façonné par nos pratiques politiques, il reste du chemin pour parvenir à un État moderne, solide et fort. C'est ça de continuer. Le Congo n'est pas administré. Ceux qui en tiennent les rênes connaissent les bornes de la puissance de leur glaive. Elles dépassent difficilement les limites de la capitale. En 50 ans, nous ne sommes pas parvenus à créer un véritable État. Ces gouvernements encore moins. Il parle déjà du gouvernement de 2011. Les féodalités ethniques, tribales, provinciales, corporatistes et même mafieuses l'emprisonnent. Sous le voile fragile du cocon du discours de l'unité nationale, survivent des réminiscences des propos que l'on croyait ensevelis, qui menacent à chaque instant de mettre à mal la survie du projet Congo. Voilà, ça c'est des gens qui fait une description très très puissante de l'état dans lequel le pays se trouvait, et nous ne sommes pas tellement allés très loin par rapport à cette description. Il continue, aucun secteur de la souveraineté de l'État, sécurité, renseignement, justice, économie, finance, diplomatie, n'a été capitalisé en termes d'acquis et où le Congo excelle. Nous donnons en permanence l'image d'un amateurisme perpétuel. La crise de l'État et du leadership des institutions bloque l'expansion de la démocratie et elle est bloquée quand elle ne régresse pas. C'est lui qui fait une description de ce que l'État est devenu aujourd'hui. Ce sont des crises ne peut laisser indifférent un citoyen engagé au devenir de son pays. Elle interpelle par sa nature et sa profondeur ainsi que par ses effets sur la population congolaise, une population marquée au coin de la déception, de l'échec des promesses de changement non tenues. Donc, il s'interroge sur la voie du changement. Il dit que le changement doit, d'une certaine manière, s'installer par rapport à la vérité. Alors, maintenant, Denis Sanga continue dans ce livre que je voudrais vraiment, j'espère que les éditeurs de cet ouvrage, parce que c'est un livre qui a été imprimé à la maison d'édition L'Harmattan, pourront les mettre à disposition parce que c'est un livre important qui mérite qu'on approfondisse la pensée. La pensée politique doit être nourrie et doit être fermentée. Les hommes politiques ne doivent pas seulement se contenter des opinions et des sentiments et du ressenti. Il y a la profondeur de la pensée. Elle est dans l'écriture, dans les prises de position, dans le discours que les autres prennent. Alors, Denis Sanga continue parce qu'il va donc donner des repères. Pourquoi notre pays est en train de souffrir ainsi? Pourquoi il y a tant de difficultés? À lui, l'homme politique, de nous dire, et il nous donne quelque chose que je vais vous lire. Il donne ceci. Alors, il revient en disant que plusieurs plans ont été définis, ça c'est depuis 1950, pour répondre à l'impératif politique de cohésion nationale autour d'une société de progrès. Donc, le souci de changer de paradigme, le souci de donner à notre pays une voie qui soit une voie de développement, ce souci existe depuis avant l'indépendance. Il dit donc que, comme je disais, autour d'une société de progrès capable de générer de la richesse et d'assurer par son expansion la transformation de la société tout entière. Il y a donc eu déjà du plan décennal de 1949 à la formulation du DCRP en 2006, en passant par le plan Mobutu en 1977,
les pouvoirs publics ont toujours esquissé des pistes pour sortir le pays de l'extrême pauvreté. Comme il y a 60 ans, le compte est loin d'être bon. Dans les conditions actuelles, il faut au Congo une croissance annuelle soutenue de 5% pendant 60 ans pour retrouver les niveaux économiques et sociaux de 1960. Ce qui est difficile à supporter. Car en 3 générations, rien n'a fondamentalement changé dans le pays. Les analystes participatives sur la pauvreté conduites dans le cadre de l'élaboration du DCRP ont établi un profil inquiétant, et ça c'est écrit déjà en 2011. Un profil inquiétant de la pauvreté en tendance haussière. C'est ça qui donne ces chiffres, et je voudrais vous les donner parce que ça va nous permettre ainsi de comprendre à peu près comment la pensée politique s'est construite, comment on est arrivé à se battre pour que le pays puisse sortir un peu de ce marasme. La pauvreté qui touchait environ 12% de la population en 1960 est restée au-dessous de 10% et en dessous de 20% jusqu'à 1978. Lors de la démocratisation en 90, 30% de la population était concernée. Donc on avait 30% qui étaient des pauvres. Les pillages de 91 et 93 ont porté la pauvreté à 50% de la population. Soit un Congolais sur 2 était déjà dans le seuil de la pauvreté. À partir de ce moment, il est devenu un phénomène de masse. Depuis, 70% de la population, soit 7 Congolais sur 10, sont touchés par la pauvreté. Les 3 Congolais sur 10 qui échappent courent un risque de 90% d'y replonger. Si les Congolais sont débrouillards, parce que 76% travaillent pour leur propre compte, 74% parmi eux sont pauvres pendant qu'un cadre sur 2 l'est. Les jeunes ne font pas exception parce que 79% de la jeunesse de 10 à 20 ans croupissent dans la pauvreté. Voilà la description puissante que Denis a fait dans son livre sur la question de la pauvreté. Et il ne va pas s'arrêter là. Je voudrais certainement, il va peut-être nous donner quelque chose. Pourquoi est-ce que cette situation perdure? Comment avons-nous géré ces mises en garde? Parce que nous avons été prévenus plusieurs fois. Tsanga terminant en disant, la colonie avait pour devise, pas d'élite, pas d'ennui. Pour ce faire, elle a fait en général barrage à la formation des Congolais. Après l'expérience personnelle de Paul Panda Farnana, l'administration coloniale avait fermé en 1933 les possibilités d'émigration pour les Congolais jusqu'au milieu des années 50. Nous avons hérité de l'université sans parvenir, 55 ans après sa création, à générer une véritable élite citoyenne dans les pays en dépit du nombre croissant des diplômés. Voilà la voie du changement que Denis Sanga propose. Il estime que nous devons prendre les questions au fond. Les questions doivent être touchées du fond avec une perspective historique. Comment ceci est possible? Comment est-il possible que ceci nous ait été totalement... nous n'avons pas compris l'histoire. Dans le livre de Sanga, nous comprenons cela et nous pouvons nous réjouir parce que les penseurs, les acteurs de notre pays sont de plus en plus en train de développer leur pensée et de la mettre à la disposition du grand public. Le troisième auteur, je voudrais, avant qu'on arrive au troisième auteur, qui est Jean-Pierre Bemba, je voudrais que nous puissions suivre ceci. Take me by the hand, show me the way I can go. Take me by the hand, show me the way. Yango
Nous revenons donc Coin du Feu, après la beauté du livre que Banza Moukalay nous a vanté avec raison. Nous sommes donc allés découvrir un peu comment Delis Sanga, dans son livre La Voie du changement, nous fait une description très puissante de la dynamique de pauvreté, de la dynamique de régression qui est la nôtre, avant l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, parce que certaines choses ne sont pas parvenues à monter en puissance. Alors, je prie aujourd'hui de vous présenter le livre de Jean-Pierre Bemba, parce que nous parlons de pauvreté. Voilà Jean-Pierre Bemba qui était parmi les 3% à peu près des Congolais qui échappaient à la pauvreté, qui était quand même, c'est le fils de Jeannot Bemba Saolona, président pendant très longtemps de la Fédération des entreprises du Congo, donc quelqu'un qui a battu sa fortune par le travail. Jean-Pierre Bemba a étudié dans une très grande école. Donc c'était quelqu'un qui pouvait dire, bon, j'ai ma vie. Mais il a donc quitté cette vie pour aller un peu à la recherche du sens. Et expliquant sa situation, et je crois que nous allons rencontrer le lien entre le livre de Jean-Pierre Bemba et celui de Delis Sesanga. Jean-Pierre Bemba dit ceci pour pouvoir expliquer un peu sa position. Il dit effectivement, Jean-Pierre Bemba, nous sommes à Sen City, Jean-Pierre Bemba rencontre le président Thabo Mbeki, qui est le président des Sud-Africains. Thabo Mbeki lui pose la question, je connais votre père. Et je me demande pourquoi vous avez décidé de vous battre. M'a demandé un jour le président sud-africain Thabo Mbeki, surpris de voir un jeune Congolais à qui rien ne manquait, abandonner son foyer, ses entreprises et son confort pour s'engager dans le combat révolutionnaire. Cette question, on me l'a posée à plusieurs reprises. C'est pas moi qui parle, c'est Jean-Pierre Bemba qui parle. Et je comprends les doutes que suscite ma démarche. En guise de réponse à mon illustre interlocuteur, je l'interroge à mon tour. Comment peut-on être un millionnaire entouré d'1 million de pauvres? Voilà la question que Jean-Pierre Bemba a demandé. La réponse ne semble pas choquer les chefs de l'État sud-africain. Peut-on imaginer vivre sans scrupules et avec la certitude d'un avenir prospère si, de part et d'autre de votre résidence, vos voisins souffrent? L'un n'ayant pas pu payer les frais de scolarité de ses enfants, l'autre ne pouvant pas assurer les repas quotidiens du ménage ou incapable d'assurer les soins de santé de son épouse. Aussi longtemps que les responsables congolais resteront aveugles et sourds à la détresse de leurs voisins, de leurs compatriotes, ils prépareront les lits d'une dictature plus féroce que celle dans laquelle ils ont évolué pendant 30 ans. À quoi cela sert-il de servir, de disposer d'une fortune, d'un patrimoine et des comptes garnis dans les banques étrangères, si vous devez assister impuissant à la ruine de votre pays et à la souffrance de vos frères? Voilà ce que Jean-Pierre Bemba s'interroge, ce qui l'a poussé, dans une certaine mesure, à rentrer, à créer le mouvement de libération du Congo. Alors il dit ceci, il revient un tout petit peu sur son jeune âge, parce qu'il raconte, il dit, dès mon jeune âge, mes parents m'envoient en Belgique pour étudier, de Bruxelles à Liège, en passant par Braine-le-Comte. Mon enfance est rythmée, comme celle des milliers d'autres jeunes Congolais, par les vacances au Zaïre. Habité par le souhait de respecter la volonté de mes parents et de susciter leur fierté, mon choix se porte après un parcours scolaire sans accroc sur une des meilleures écoles de commerce de Bruxelles. Vous savez là où il a étudié. Donc, il faut donc garder la liberté d'entreprendre. Pour lui, la conscience sociale doit habiter l'élite. Vous ne pouvez pas être riche dans un océan de misère. Vous ne pouvez pas continuer à accumuler des fortunes, alors qu'autour de vous, le peuple est en train de couper dans la misère. C'est Jean-Pierre Bemba qui le dit, et je crois que nous connaissons tous l'histoire du MLC, l'histoire de ce combat, de ce mouvement de libération, de ce rébellion. Nous savons que nous sommes arrivés jusqu'en 2006 à la mise en place de 1+4, et Jean-Pierre Bemba y était comme vice-président de la République en charge des questions sociales et des questions économiques. Nous avons donc compris que, dans une mesure,
depuis que nous avons entamé le chemin de notre indépendance, malgré les changements des gouvernements, malgré les changements, malgré la bonne volonté de nos hommes politiques, il y a quand même comme une forme de totale de perdition. Les conditions de vie des populations sont en train quand même de se dégrader. Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une telle situation? Comment est-ce que nous pouvons expliquer cela? Où est-ce que nous n'avons pas réussi? Qu'est-ce que nous n'avons pas touché? Pourquoi ça semble marcher? Et puis en même temps, quand on fait un bilan, on se rend compte que les pauvres Congolais sont encore de plus en plus nombreux. Une des tentatives de cette explication, nous la trouvons un peu dans les réponses institutionnelles et les réponses de début. J'ai donc pris pour cet ouvrage, un ouvrage important, quelque chose qu'on ne dit pas souvent sur Antoine Gizenga. Antoine Gizenga, vous le connaissez, ce fut le compagnon de Patrice Emery Lumumba. Il a été dans son premier gouvernement. Quand Lumumba fut assassiné, Antoine Gizenga s'est retiré avec ses propres alliés. Ils sont allés à Kisangani, où vous savez qu'il y a eu une république qui a été combattue par les régimes de Mobutu. Antoine Gizenga est allé en exil. Il a fait 26 ans d'exil et il revient en 92 ici, en 90 pour le retour de Gizenga pour la conférence nationale souveraine. Maintenant, si je vous ai pris ces livres, c'est parce que dans ces livres écrits par Onésine Kakutula Falache, vous avez ici ce qui n'est pas souvent dit, les lettres d'Antoine Gizenga. Antoine Gizenga, quand il quitte le pays et qu'il va en exil, Antoine Gizenga a fait des lettres qu'il a écrites directement au maréchal Mobutu à l'époque. Ces lettres comportent des choses quand même extraordinaires qui peuvent nous donner une indication sur la question que je me suis posée, pourquoi les choses ne marchent pas beaucoup. Il faut donc redécouvrir ces auteurs, redécouvrir des hommes comme Antoine Gizenga pour pouvoir prendre leur pensée et en faire une base. Sans aller plus loin, Antoine Gizenga écrit, la première lettre qu'il écrit, d'abord c'est une lettre qu'il écrit au maréchal Mobutu. Cette lettre, il l'a fait en 1965. Dans cette lettre-là, vous allez voir que Antoine Gizenga, qui est quand même ennemi juré, Antoine Gizenga écrit à Mobutu une lettre. Comme on peut le constater, Gizenga affirme, c'est Enoudim qui l'a dit, avoir remis les documents de travail destinés à Mobutu au Premier ministre Moulamba pour le transmettre au président. Le document en question porte la mention strictement confidentielle. Ce document est-il arrivé à destination? Gizenga ne peut pas répondre à cette interrogation. Il n'y a que Moulamba qui le sait. Mais découvrez plutôt ce que Gizenga propose à Mobutu dans les documents sur le plan politique. Nous sommes donc en 1965, Gizenga propose quelque chose à Mobutu. Il dit à l'intention du président, sur le plan politique, poussée d'autorité, c'est ce Gizenga qui propose à Mobutu, et nous sommes au début du régime de Mobutu. Poussée d'autorité, les politiciens à se rendre compte qu'il est grand temps de songer sérieusement à la formation des deux partis politiques au maximum susceptibles de mettre fin à l'éparpillement inutile des forces et aux discussions vaines et stériles de tout temps. Un décret-loi dans ce sens, réduisant à deux seulement les partis politiques pour la grande sécurité et stabilité du pays, ne serait pas contre la Constitution. Nous sommes donc en 1965. Gizenga écrit au Mobutu et lui demande, alors que c'est leur ennemi juré, c'est l'homme qui les a défaits. Mais il estime qu'on peut s'adresser même à son adversaire le plus important tant qu'on s'adresse à lui au nom de la République et de la Constitution. Il poursuit. C'est Lyon qu'il y a habituellement deux tendances majeures au Congo. Il estime qu'il y a deux tendances majeures au Congo, la droite et la gauche. Les partis existants actuellement doivent fusionner dans une de ces tendances suivant leur idéal, et cela autour des deux leaders influents, jouissant d'une réelle popularité dans la tendance qu'ils représentent respectivement. Afin d'éviter la dispersion, ces deux leaders doivent être désignés
par les chefs de l'État, non pour diriger définitivement ce parti, mais pour permettre à ceux-ci de provoquer, sous couvert des réunions de travail, en vue de la formation de ces deux grands partis. Quand on rentre à l'histoire, on comprend, Mobutu était militaire, donc il n'est pas dans un parti politique. Alors parce qu'il a bloqué la vie des partis politiques, il a bloqué la démocratie, Antoine Gizenga lui propose de faire par un décret une obligation de créer deux partis. Et comme les partis, les tendances étaient connues, il y avait les lumumbistes qui étaient de gauche et puis les autres qui étaient de droite. Donc les gens pouvaient se réunir autour de ces deux tendances politiques avec deux grands leaders pour Gizenga qui aurait été désigné par le chef de l'État qui a fait le coup d'État, de manière à ce que les deux partis politiques puissent avancer pour éviter le temps perdu. Parce qu'avant 1965, il y avait déjà plus de 100 partis politiques. Ce document comprend aussi des mesures socio-économiques importantes. Mais nous n'en reproduisons ici que le point C. Parce que l'auteur nous dit qu'il demande qu'on puisse choisir quelqu'un jouissant de la confiance des autorités et de la majorité de la population congolaise pour remplir la mission d'informer et de donner des explications sur les bien fondés du régime. Parce que le régime était déjà un mauvais régime, mais venant d'un coup d'État, les gens ne comprenaient pas. Nous allons donc rapidement lire là-dedans, parce qu'en 1967, Gizenga revient, le livre est extrêmement important, il revient avec une autre lettre. Évidemment, on comprendra bien que Mobutu, le maréchal Mobutu à l'époque, n'a pas suivi les conseils de Gizenga, parce qu'il va institutionnaliser les MPR en 1967. Alors, Gizenga lui écrit quand même. Il lui écrit quand même, malgré qu'il n'a pas suivi la première fois le conseil, mais il a créé l'MPR. Il lui dit, c'est dit, sans pour autant se faire d'illusions, Gizenga croit peut-être toucher ce qui peut paraître sensible pour tout citoyen qui aime son pays, en invitant Mobutu au devoir patriotique. Sur un ton ferme et autoritaire, il écrit « Je veux vous dire donc ce qu'il faut pour l'amour de notre pays, avoir la bienveillance de répondre. À ma lettre, en m'informant que vous acceptez la création d'un second parti politique jouissant des mêmes droits et prérogatives que les vôtres. Les vôtres dont parle Gizenga, c'est les MPR. Car c'est le 20 mai 1967 que Mobutu lance les MPR parti-État. Ce deuxième appel du Gizenga ne sera pas entendu par le maréchal. La formation d'un deuxième parti politique n'est pas sa préoccupation. Cependant, dans la foulée, entre 1967 et 1977, beaucoup de mesures importantes vont être prises, parfois au cours des meetings populaires. Vous voyez que, dans certaines mesures, malgré qu'il était opposant, malgré que Gizenga était contre Mobutu, mais les idées géniales, les idées fortes et puissantes, il les donnait parce qu'il savait qu'il ne les donnait pas à Mobutu, mais il les donnait à son pays. C'est ainsi que il va, malgré qu'il est en exil, hein, il va appuyer la décision du maréchal Mobutu de nationaliser l'union minière du Haut-Katanga pour en faire un bouclier, un levier de l'économie congolaise. Il est vrai que Gizenga va encore écrire une dernière lettre, parce que Mobutu n'ayant jamais écouté, il va écrire une dernière lettre en 1962, par laquelle il va demander, en disant « Je vous avais dit que vous deviez être, vous et l'armée, un élément nouveau, capital et neutre, qui allait ainsi librement aider librement les partis politiques à se constituer d'abord en deux grandes formations politiques pour éliminer une multitude dégradante des partis au Congo et à trouver ensuite un modus operandi pour se respecter mutuellement et arriver finalement à créer une base d'entente pour un programme commun de salut public. Cela réalisé devait faire de vous incontestablement les dirigeants clairvoyants qui a pu trouver pour son pays les chemins conduisant à la solution du problème posé. Il va donc écrire à dire que comme Mobutu ne l'a pas fait, il ne restait donc pour Gizenga que de dire que désormais, parce que vous n'avez pas respecté depuis 1965, vous devez donc, le peuple va vous chasser. Nous savons que le vœu de Gizenga va se faire quelques années plus tard. En fait, nous comprenons que
la question fondamentale que ce soir nous avons partagée dans notre ouvrage, c'est que la pauvreté est grandissante et que une des raisons majeures du fait qu'on ne parvient pas à régler ce genre de problème, c'est justement le problème de partis politiques qui s'éparpillent, qui éparpillent la connaissance, qui éparpillent le savoir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc arrivés aujourd'hui à la fin de ce coin de feu où nous avons parlé de Banzamou Kalaï qui nous a expliqué pourquoi les livres sont importants. Nous avons parlé d'Ilse Sanga qui nous a décrit comment le progrès de la pauvreté, par le fait que les années en année, les politiques ne réussissent pas. Jean-Pierre Bemba nous a dit qu'il faut que chacun puisse s'engager aux côtés du peuple pour que nous ne puissions pas être un îlot de prospérité dans un océan de misère. Pour terminer, je vais vous lire simplement un extrait simplement du livre de Pasteur Silas, et je reviendrai là-dessus sur les extraits parce que ce livre est important. Il dit ceci: aucune nation ne peut parvenir à sa prospérité, autrement dit à son développement intégral, si elle n'a pas de vision y afférente. Nous devons par conséquent poser à nos dirigeants la question ci-après. Quelle est notre vision en tant que nation? Vu l'importance de celle-ci, posons-la également à nos pasteurs. Quelle est notre vision en tant qu'Église? Étant donné que celle-ci est le bras séculaire de la nation, quelle est la pensée de Dieu pour nous en tant que peuple? En effet, tous les efforts tendant à doter les pays d'instruments politico-socio-économiques et juridico-culturels pour une nation forte et prospère doivent se fonder sur une vision claire, une vision par laquelle nous vous disons au revoir, chers amis téléspectateurs, pour ce soir à Coin du Feu. C'est terminé, mais je ne peux pas vous laisser sans une chanson, parce que les chansons nous permettent aussi de réécrire notre propre sentimentalité, notre sensibilité, mais pourquoi pas notre culture, comme nous avons commencé avec un homme de culture, Banzamou Kalaï. Au revoir.